« 88% du territoire national recouvert de forêts, 800 km de côtes et le fleuve Ogooué qui traverse le pays du nord au sud en passant par le centre, le Gabon a manifestement un potentiel extraordinaire. Pour en parler avec nous aujourd'hui dans Juste un débat, nous recevons M. Maurice Tosui Alogo, ministre gabonais des Eaux et Forêts. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Nous le disons tantôt en marge du dialogue inclusif, national inclusif, initié par les plus hautes autorités sur la base des recommandations des Gabonais, 38 000, on en parle. Vous avez participé aux travaux de la sous-commission agriculture et environnement, c'est cela? Effectivement. Alors, brièvement, vous pouvez nous faire état des travaux, bien entendu, avant la plénière, en quelques lignes, les travaux que vous avez conduits là-bas, vos collègues commissaires et vous. Alors, sur la base des recommandations faites par la population, le peuple gabonais, effectivement. Donc, la sous-commission s'est attelée à éplucher ces questions que le peuple gabonais se pose à travers la problématique de l'environnement et de l'agriculture. C'était des débats assez passionnés, intéressants, et je pense que nous avons circonscrit cette problématique et en vue de répondre aux attentes des populations. Et au sortir de là, pensez-vous que vous pouvez vous dire on est satisfait, on a fait quelque chose pour que le pays avance, pour que nous passions à une autre étape de notre développement? C'est la confiance qui vous irradie au moment, effectivement, de finir ce dialogue? Effectivement, je suis très conscient puisque c'était une table ronde où il y a eu, disons, ces plaidoyers portés. Il y a eu effectivement des thèses, des antithèses, mais en fait, le plus important, c'était de trouver une conciliation. Et je pense que cette sous-commission a trouvé ce point de conciliation entre les aspirations du peuple gabonais et puis bon la réalité en fait, parce que il s'agissait en même temps également de faire le diagnostic, de discuter ensemble le pourquoi des problèmes et comment arriver à mettre en place les mécanismes pour endiguer la problématique en fait posée dans tous les domaines qui ont été exposés au niveau de l'agriculture, au niveau de l'environnement. Tout à fait. En parlant d'environnement, il y a quelques années de cela, l'État gabonais avait décidé de l'interdiction de l'exploitation de grumes pour amener l'industrie locale à se développer et à livrer aux usagers du bois manufacturé. Quelques années après, quel bilan peut-on faire de cette posture que l'État gabonais avait prise il y a quelques années? Je pense que c'était une excellente décision parce que vous savez, tant que la véritable richesse, c'est la production. Au-delà de la production, en fait, c'est la transformation. Tant qu'on est sur du brut, ça n'a aucune valeur ajoutée. Et donc, ce processus a été entamé il y a à peu près un peu moins d'une dizaine d'années. Il faut suivre cette évolution. Il y a des prérequis, on a le potentiel, mais il faut surtout canaliser ce potentiel. Nous avons des usines en coque qui sont dans la transformation et nous avons vu effectivement un boom en termes de dividendes sur les produits forestiers transformés. Après, il ne faut pas perdre de vue que le secteur bois, le marché du bois, c'est un peu comme le marché des hydrocarbures. Bon, il y a la crise actuellement depuis à peu près 2 ans. Et cette irrégularité, crise internationale. Donc le bois à l'international connaît des difficultés en termes de vente, tant qu'il y a des crises à gauche et à droite, qu'il n'y a pas de reconstruction, il n'y a pas de demande, et nous subissons de plein fouet. C'est pour cela nous avons débattu en sous-commission, il faut protéger ce secteur. Il faut pas trop le serrer, il faut pas trop le contraindre, il faut parfois lever certaines, le ménager. Et il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui qui se posent en termes, par exemple, du carburant industriel qui est quand même assez coûteux, c'est-à-dire l'exploitant aujourd'hui débourse à peu près 1000
1075 francs le litre, alors que bon, le prix du litre normal, il est à peu près à 600 francs. Donc, c'est un coût quand même assez élevé que l'opérateur ressent, surtout lorsque l'activité ne marche bien, le marché ne marche bien. Donc, il faut arriver. Nous avons débattu de ça. Bon, après, ces décisions seront portées également au plus haut niveau, de voir comment est-ce qu'on peut juguler, comment est-ce qu'on peut essayer de ajuster, voilà, pour continuer à garder. Vous savez, le bois, je pense que c'est la première activité. Il y a le pétrole, il y a des minéraux, mais c'est l'une des activités qui emploie énormément de personnel, en l'occurrence des Gabonais. Donc, il faut voir comment concilier et comment sauvegarder ces secteurs qui est, pour moi, en fait, l'un des secteurs les plus stratégiques, le secteur d'avenir. On en parlera. Vous le disiez, le bois, effectivement, est un gros pourvoyeur d'emplois. Certains Gabonais se plaignent, à juste titre, à tort ou à raison, que ces permis d'exploitation sont la plupart du temps détenus par des non-nationaux, et que les Gabonais, ils sont employés souvent comme manœuvres, comme coupeurs de bois, etc. Mais au niveau de l'octroi de permis, ils sont très peu représentés au niveau de ce domaine-là. Monsieur le ministre, comment essayer de juguler ça, d'inverser la tendance pour que les Gabonais eux-mêmes coupent leur bois et le vendent comme bon leur semble? Alors, merci pour votre question parce que cette question mérite en fait de beaucoup d'éclaircissements en termes de réponses. C'est assez complexe, le milieu du bois. Je peux vous rassurer qu'il y a des Gabonais qui ont des permis forestiers. C'est vrai que quand on dissèque la forêt aujourd'hui, une bonne partie des opérateurs est étranger. Donc, il y a des opérateurs qui sont, je vais pas, en termes de pourcentage, il y a des Asiatiques, il y a des Européens, il y a, voilà, donc, bon, il y a des, voilà. Donc, les Gabonais représentent également un pourcentage. Mais pourquoi est-ce que nous sommes arrivés à ce nombre voilà. Il faut dire que pour exploiter le bois, et j'en ai discuté avec quelques syndicalistes gabonais, l'UFIGA, les Gabonais qui sont représentés, c'est assez complexe d'investir dans le bois. En fait, il faut avoir des gros investissements que les Gabonais n'ont pas. Et certains Gabonais n'ont pas. Que certains Gabonais n'ont. Mais parce qu'il y en a qui ont un peu. Hein. Il y en a qui ont un peu, mais les quelques Gabonais qui ont des permis, il y en a, hein, je peux vous le dire, il y a pas mal de Gabonais qui ont des permis forestiers. Mais en fait, ces permis forestiers sont mis en fermage, c'est-à-dire c'est comme si vous avez un bien que vous louez à quelqu'un d'autre qui tire le maximum de dividendes et ne vous donne que le résidu. Pourquoi est-ce qu'on en arrive là? C'est parce qu'en fait, les Gabonais n'ont pas les moyens d'exploiter. Vous savez, vous avez une forêt, vous avez par exemple 100 000 hectares de forêt. Il faut avoir des bulles, il faut avoir, pour aller non seulement couper, débarder, transporter, amener à l'usine et transformer à l'usine. C'est une affaire de gros investissements que le Gabonais moyen ou celui qui a même un peu d'argent, s'il n'a pas la connaissance de ce milieu, il ne s'en sortira pas. Donc, qu'est-ce qu'il est obligé de faire? Il va mettre ses permis en fermage à un gros exploitant qui va lui simplement donner un dividende. Facile, il met son permis en location. En location. Il le met en location, il aura peut-être là-dedans 10%, 15%, 20% en fonction de la taille. Les Gabonais se contentent de ça. En fait, ce qu'il faut arriver aujourd'hui, c'est que les Gabonais peuvent bien avoir des permis, c'est possible, mais il faut que, et en sous-commission, nous avons discuté, qu'il y ait une organisation. Le Gabonais qui a le permis, il faut qu'à côté, il y a un autre Gabonais qui a la possibilité, qui a des moyens, par exemple, de transport ou de coupe, c'est-à-dire il va avoir des bulles. Un bulle coûte à peu près 400 millions ou un peu moins. Mais il faut que les gens se mettent en coopérative financée par les banques, financée aussi peut-être par l'État, parce que c'est du domaine du privé et de l'économie. Et toute cette chaîne, quand vous avez un Gabonais qui a le permis, un autre Gabonais qui a le transport, un autre Gabonais qui a peut-être l'usine de transport, même une seule usine de transport, parce qu'il n'y a aucun Gabonais, vous regardez par exemple en coque aujourd'hui, il n'y a pas de Gabonais qui ont des usines en coque. Et toute cette chaîne de la coupe jusqu'à la transformation, il n'y a pas de Gabonais.
Mais ça s'explique parce qu'en fait, il faut des gros financements. Donc le problème est dans le financement, le problème n'est pas dans l'acquisition. L'État ne peut pas encourager ces Mais bien sûr, c'est pour cela, que nous sommes au dialogue. C'est pour cela le président de la transition a demandé qu'il y ait ce dialogue pour que les Gabonais regardent en profondeur et comprennent des décisions vers où nous tendons, vers quel objectif nous allons de telle sorte que les Gabonais puissent se retrouver dans ce complexe d'industrialisation, dans ce complexe de développement. Dans ce challenge. Mais bien sûr. Donc les Gabonais, ils ont des permis, sauf que ça ne leur apporte pas grand-chose. Ils se contentent en fait de peu. Donc il faut mettre en place toute cette structure, tous ces mécanismes-là, où les Gabonais, à chaque niveau, vous pouvez avoir des Gabonais qui sont à l'abattage, des Gabonais qui vont faire du débardage, parce qu'ils ont des engins, et des Gabonais qui seront dans la chaîne de transport. Et puis, c'est largement même suffisant, parce que si avoir une usine, c'est encore beaucoup plus coûteux, mais si vous avez des Gabonais au niveau de cette chaîne, il y a de la valeur ajoutée. Toute la chaîne qui conduit, voilà. Comme vous l'avez dit, de la coupe à... De la coupe à la transformation. Et voire même à la vente. C'est possible. Tout est possible à condition que l'on soit organisé, structuré et qu'on ait une vision. En parlant d'organisation et de structuration, on va même parler de patriotisme, la responsabilité sociétale des entreprises, la fameuse RSE. Pour le développement local, quels sont les mécanismes de coercition? Parce que on le sait très bien. Vous avez une entreprise qui exploite la forêt dans mon village, là, au Colassi, et puis elle n'accompagne pas le développement sur place, c'est-à-dire mettre les commodités, faire la route, peut-être y bâtir un dispensaire, une école pour les enfants. Cette responsabilité-là, monsieur le ministre, quels sont les moyens qu'on peut faire pour qu'elle soit vraiment applicable? Alors, en sous-commission, nous avons également discuté de cette problématique, et pas plus tard qu'hier, j'ai échangé avec le ministre de l'économie. La RSE, je vous assure que l'État a mis en place tous les mécanismes, sauf qu'en fait, il faut un suivi régulier. Il faut un contrôle, mais vraiment régulier. La RSE, là, mais au-delà même de la RSE, parce que la RSE, c'est en fait, c'est la société qui, de son gré, dit bon, je vais accompagner les populations villageoises dans le cadre, vous avez parlé de la construction, la réhabilitation des écoles, les dispensaires, des logements, des ponts, voilà, l'aide sociale. C'est du ressort en fait de l'entreprise. Mais au-delà même de la RSE, il y a le cahier de charges contractuelles. C'est-à-dire lorsque vous avez une entreprise qui exploite, l'entreprise est tenue de respecter les engagements qui ont été au départ déjà établis. Au-delà même, il y a également des fonds de développement, le fonds de développement local, auquel l'entreprise également tenue. Vous avez RSE, cahier des charges contractuelles, le fonds de développement, tout ça en fait, ça a été mis en place pour permettre à ce que les populations qui vivent autour de ces concessions puissent vraiment s'en sortir, bénéficier, sans forcément besoin de l'aide de l'État. Tout à fait. Mais sauf que là où le bas blesse, c'est que il y a un problème de suivi, il y a un problème également de mauvaise gouvernance de ça. Qui exploite les RSE? Qui est détenteur de ça? Qui reçoit les dividendes de ça et suit la matérialisation des projets qui ressortent il y a eu un flou artistique là-dessus. Je vais pas vous dire parce qu'on a quand même mené des enquêtes, je vais pas vous dire qui est, mais ce qui était retenu, et je pense que ça va sortir dans les conclusions également de ce qui va avoir un meilleur suivi, mais peut-être un niveau plus haut. On va laisser les préfets, on va laisser les autorités. Je pense que ça va être un niveau plus haut, au niveau même de l'économie, c'est-à-dire l'argent rentre dans les entreprises mettent en place de l'argent. Cet argent-là est récupéré et géré de manière même nationale. Parce que si c'est géré de manière individuelle dans un village et que personne n'a le contrôle de ça, il y a pas de transparence. Il faut une meilleure transparence. Mais la transparence est garantie, et je pense que ça va être garanti avec des ministères qui vont travailler en partenariat. Le ministère de l'économie, puisqu'il s'agit de l'argent, il s'agit des projets. Le ministère de l'Intérieur, très certainement. Le ministère des Eaux et Forêts, le ministère des Industries. Il faut que... Le ministère de la Défense. Le ministère de la Défense également. Il faut que, lorsque les entreprises mettent de l'argent pour des projets de développement, qu'on se retrouve tous sur la table et qu'on dise, bon voilà, il y a eu tant de milliards. Je vous prends un exemple.
sur des chiffres, le fonds de développement, la taxe qui est versée, la taxe, lorsqu'on le mètre cube, par exemple, de bois, oui, rapporte à peu près 800 francs. CFA. 800 francs. C'est-à-dire, lorsque l'entreprise coupe du bois dans une concession et qu'il y a des villages autour, ces villages-là doivent bénéficier 800 francs. Quand on regarde le nombre de mètres cubes, à peu près 3 millions de mètres cubes en 2022-2023, ça fait, c'est de l'ordre de, je pense, 2 milliards. Mais 2 milliards, ce n'est pas rien. À quoi a servi les 2 milliards ont servi à quoi? Sur quel projet? Zéro pointé, rien du tout. Donc, il va falloir recadrer tout ça. Si on prend ces fonds-là, la RSE, c'est énormément d'argent. Si cet argent est mis sur table, qu'on regarde des grands projets qui vont impacter telle ou telle localité, je pense que ça doit être vraiment décidé à un niveau plus haut et qu'on ne laisse pas certaines autorités locales ou certaines populations gérer ces sous avec parfois la complicité des opérateurs. Donc, je pense que ça doit être simplement recadré. Et on doit avoir une visibilité, une comptabilité de cet argent-là qui sort périodiquement. Monsieur le ministre, votre prédécesseur avait pris un certain nombre de dispositions qui visaient à empêcher ou à interdire l'exploitation de manière presque commerciale et domestique de certaines espèces. Aujourd'hui, les Gabonais de l'arrière-pays se plaignent ou gardent espoir sur ce que ce dialogue leur permette que ces derniers retrouvent leurs droits, c'est-à-dire le droit à la chasse. On a des parents, nos parents, nos grands-parents et autres qui vivent de chasse, surtout à l'arrière-pays. On a des Gabonais qui en font une activité génératrice de revenus. Aujourd'hui, allons-nous revenir vers nos pratiques, parce que ce sont des pratiques qui sont culturelles et ancestrales, de la chasse, comme on dit trivialement, le gibier. Est-ce qu'on va recommencer à manger le gibier? On va plus se faire arrêter par la brigade des eaux et forêts, ici et là, parce qu'on a deux pangolins ou deux sangliers dans sa glacière quand on revient du village, comme on dit. Alors, je vais vous répondre par un oui inaliénable, parce que c'est vrai que il y a eu par le passé deux courants qui s'affrontent un tout petit peu. Hein, c'est pas simplement au Gabon. Il y a le courant de la conservation. Il y a également le courant de la préservation. Vous avez une différence qui est un peu subtile. Alors, le courant de la conservation pense que on ne doit toucher à rien du tout. Vous n'avez pas le droit de chasser, vous n'avez pas le droit de couper un arbre, vous n'avez pas le droit de changer quoi que ce soit. Vous n'avez pas le droit de modifier quoi que ce soit dans la nature. Il y a un autre courant qui se dit, il faut plutôt passer de la conservation à la préservation. Préservation, ça veut dire que on peut couper, mais on régénère après. On coupe un arbre, on reboise après. On peut chasser, et on peut même élever, après on peut croiser, on peut attendre une période. Je pense qu'actuellement nous sommes, de chasse, par exemple. Voilà, actuellement nous sommes dans la phase plutôt, on a opté plutôt pour la préservation. Si par le passé il y a eu des interdits, je pense que des interdits vont être levés. C'est pour cela dans la sous-commission, nous avons discuté de cette problématique. Nous l'avons simplement plutôt encadré. Les Gabonais vont vivre de la chasse, de la pêche et de la cueillette comme par le passé. L'encadrement de ça, c'est simplement par la mise en place des mécanismes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous voulez vivre, vous voulez faire du business sur la chasse, vous allez avoir cette autorisation. Vous allez avoir le permis de chasse. J'en ai discuté hier également avec mon collègue, le ministre de l'Intérieur, parce que vous savez, pour chasser, il y a surtout la chasse à fusil, à arme à feu. Vous avez besoin d'une autorisation de port d'armes ou d'achat d'armes. Donc, il y a beaucoup de Gabonais aujourd'hui dans les villages qui ont des armes qui ne sont pas répertoriées. Et je dis, bon, il faut qu'on trouve une solution. Presque autant de risques de dérapage. Voilà. Si vous avez déjà une arme, qu'on trouve un moyen de régularisation. Et ce n'est pas une nouvelle autorisation d'achat d'armes, mais plutôt de régularisation. Beaucoup de nos parents dans les villages vivent de chasse. Après, il faut différencier. Vous savez, c'est un droit de chasser pour se nourrir. Donc, une chasse destinée à la consommation finale, ça il y a même pas de discussion à ça. Tout Gabonais peut vivre de sa chasse. Mais non, si vous prenez l'initiative d'en faire un business, il faudrait que ce soit encadré. Vous allez avoir un agrément.
un agrément qui vous autorise à commercialiser votre viande de brousse et des quotas, c'est-à-dire, et je pense que ça va être tellement bien encadré qu'on peut même pas tricher. Ça veut dire même, on va en arriver où, bon, on ne vend pas, on ne vendra plus la viande à tout bout de champ le long de la route. Il va y avoir un espace dédié où on va choisir un village sur 5 où on n'aura que le gibier. Il faut que la Gaza également vienne authentifier en fait en termes d'hygiène, en termes de santé, que cette viande est propre à la consommation. Nous sommes retrouvés avec le ministère de l'économie, le ministère des petites et moyennes entreprises, donc pour essayer d'encadrer ça. Nous sommes en train de penser à comment généraliser et l'encadrer. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie. Faut rien interdire, il faut simplement encadrer. Et celui qui veut vivre de la viande de brousse pour en faire un business, c'est autorisé. Il faut qu'on permette aux Gabonais, et surtout qu'il y a des Gabonais qui sont économiquement faibles. Si c'est une activité qui est rentable, pourquoi le lui refuser? Les Gabonais économiquement faibles, monsieur le ministre, vous avez parlé d'encadrement. Aujourd'hui, une situation presque ubuesque et intenable aussi est en train d'être vécue par certains compatriotes. Le conflit homme-faune. Monsieur le ministre, est-ce que l'homme n'est pas responsable dans le sens que, en avançant nos villages, en allant faire des plantations dans la forêt, nous nous attaquons à l'habitat naturel de ces animaux qui, puisqu'ils n'ont plus rien à manger parce qu'on a construit des maisons, on y a fait des plantations, viennent maintenant vers les humains pour chercher leur pitance. Et cela crée parfois des drames qu'on enregistre ici et là. Monsieur le ministre, comment essayer de ramener l'homme et l'animal à cohabiter, comme on le connaissait par le passé? Merci pour cette question. J'ai toujours dit que la problématique du conflit homme-faune est assez complexe parce qu'il faut faire un diagnostic et regarder les contours. Pourquoi est-ce nous sommes arrivés à cet état des choses? Il faut dire que c'est l'homme qui est la mesure. L'homme est un peu la mesure de toute chose. Dieu est suprême, mais l'homme est responsable de ce qui est autour de son environnement. Et dès lors que l'homme a trop d'influence sur l'environnement, ça lui revient, ça lui retombe dessus. Et je vois deux victimes sur ce conflit. Ce sont les populations villageoises qui vivent au jour le jour cette intrusion, cette invasion. Surtout des pachydermes. Des pachydermes. Oui. Les populations villageoises, je le dis parce que et je vois également aussi l'animal. Vous savez, l'animal, c'est l'instinct. Lorsqu'un animal ne se sent pas en sécurité quelque part, il part de là pour aller ailleurs. Les éléphants, aujourd'hui on n'en parle des éléphants, mais c'est la même chose avec les gorilles, c'est la même chose avec les panthères, c'est la même chose avec... dès que leur habitat est menacé, ils partent de là. Malheureusement, les premières victimes, ce sont les populations villageoises. Les populations villageoises, Dieu seul sait, ne vivent que de leurs moyens de subsistance autour des villages. Les éléphants sont partis de leur habitat. Je prends par exemple le massif de Mikébé. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un braconnage intensif là-bas, parce qu'il y a une exploitation parfois intensive des ressources naturelles, l'exploitation de l'or, l'exploitation des forêts. Je le redis encore, mais c'est un dilemme. À chaque fois qu'un peuple, un État veut atteindre des objectifs de développement durable, en termes d'économie, en termes d'infrastructure, va aller taper dans l'environnement. Pourquoi son exploit de bois? C'est pour essayer d'augmenter les recettes de l'État. Aujourd'hui, nous avons, par exemple, quand vous regardez la carte du Gabon, on exploite de bois partout. Après, est-ce que c'est judicieux d'exploiter partout? Je n'en dirais pas. C'est pour ça, à chaque fois, j'ai dit, il faut que nous nous retrouvons par ministère, le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Habitat, le ministère et qu'on parle de la Commission nationale d'affectation des terres. Ça veut dire que la Commission nationale d'affectation des terres va décider que à cet endroit, on va exploiter le bois en fonction des essences qu'on a. À tel endroit, on va accentuer l'exploitation des minéraux. À tel endroit, on va faire de l'agriculture. À tel endroit, c'est pour les populations, c'est-à-dire l'habitat. Si on arrive à organiser ça, je pense qu'il y a on a tenu le conflit. Mais aujourd'hui, par exemple, dans les forêts, vous regardez la carte forestière, c'est 16 millions d'hectares de forêts qui sont exploités. Ajoutez à ça l'exploitation minière, ajoutez encore à ça l'exploitation hydrocarbures, ajoutez. En fait, ça fait superposition
ça fait conflit, les animaux vivent dans la forêt. Si cette forêt est en perpétuel changement, bouleversement, nous avons cet impact-là sur nous. C'est comme ça qu'il faut comprendre le problème. Après, nous avons des choix stratégiques à prendre et à trouver un juste équilibre entre cet impératif-là de quand même réguler l'écologie, l'environnement et les objectifs de développement qu'on doit atteindre, parce que tout peuple aspire à un développement. Comment concilier les deux? Donc, c'est là où est le débat. Le débat se trouve à ce niveau. Mais pour l'instant, c'est vrai que quand vous regardez, la population d'éléphants au Gabon a considérablement augmenté. Oui. Si ces éléphants n'étaient que dans la forêt des abeilles ou ailleurs, il n'y aurait pas de problème. Mais ils ne sont pas dans la forêt des abeilles, ils sont autour des villages, aux alentours des villages. Et vous voyez la stratégie qui a été mise en place avec les barrières électriques. Nous avons près de 3000 villages au Gabon. Mais nous n'avons que 500 barrières électriques qui sont autour simplement des plantations. Donc, il y a eu une inadéquation. C'est pour ça qu'on demande aux bailleurs aux bailleurs de fonds internationaux, aux ONG qui sont promoteurs de l'environnement, défenseurs de nous accompagner. De nous accompagner parce que, effectivement, il faut que nous protégeons nos éléphants. Vous savez, si on développe l'écotourisme, où les touristes peuvent venir pour regarder nos écosystèmes, regarder les forêts, ça fait rentrer également de l'argent. Donc, moi, je pense que les éléphants, faut les mettre, faut les protéger, mais il faut que ce soit encadré également, que les éléphants nous apportent de l'argent, mais non pas que les éléphants nous apportent de la dissonance, de l'insécurité que les populations, par exemple, villageoises vivent actuellement. Les bailleurs, les opérateurs et les ONG doivent, c'est un impératif, doivent nous accompagner à juguler, à trouver un juste équilibre entre la protection, parce que nous, on a opté pour la protection de nos écosystèmes. Regardez, le Gabon fait des gros efforts sur les parcs nationaux. Nous avons 13 parcs nationaux. Ce sont des efforts que le Gabon a consentis, mais où sont les dividendes de ça? Nous allons en venir, monsieur le... Où sont les dividendes de ça? Donc, moi, je veux dire, il faut qu'on arrive à parler de l'équilibre, juste équilibre entre les hommes, entre les populations et les éléphants. Et ça, c'est possible à condition que nous soyons également accompagnés. Il peut y avoir cet équilibre-là dans la nature, dans la forêt, où nos populations peuvent vivre en parfaite harmonie. Mais ça nécessite qu'on s'assied et qu'on trouve des stratégies idoines pour endiguer ce phénomène qui pose le problème actuellement. En conférence, en réunion à Dubaï, il y a quelques mois, le président Brice Clotaire Oligui Nguema disait, lors de son intervention de circonstance, que c'est bien les certificats de bonne conduite, mais est-ce qu'on mange ces certificats de bonne conduite? Sous-entendu que le Gabon fait des efforts pour préserver l'environnement, le Gabon qui fait partie du bassin du Congo, le deuxième plus grand réservoir au monde après l'Amazonie. Maintenant que le Gabon fait tous ces sacrifices, le retour doit être fait. Effectivement, les partenaires internationaux devraient nous accompagner. À ce sujet, nous allons parler des parcs nationaux. Donc, l'Agence nationale des parcs nationaux, soit 11% de son territoire dédié à l'humanité. Quel est l'intérêt aujourd'hui? Quels sont les impacts financiers? Quels sont les impacts en termes d'emploi sur cette posture de parc national? Les Gabonais y ont-ils intérêt dans ce sens? Alors, cette question est vraiment pertinente. À chaque fois que j'ai discuté avec certains bailleurs qui nous accompagnent, certaines ONG qui nous accompagnent sur la préservation de ces écosystèmes, de la faune, de la flore, je leur ai toujours dit, mais vous savez, vous dépensez autant de milliards pour la préservation. Mais concrètement, ça c'est matériel. C'est bien de nous donner des milliards on protège bien, on lutte contre le braconnage. Mais vous savez, en luttant contre le braconnage, l'effet inverse, c'est que je ne dis pas que le braconnage est bien, au contraire, il faut vraiment lutter contre le braconnage. Mais ça permet également de réguler la population pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a la plus grande population d'éléphants en Afrique? C'est parce que effectivement il y a eu des gros efforts de lutte contre le braconnage. Vous comprenez? Mais donc ça veut dire que la population a augmenté. Et quand la population augmente, ben ça cause également un conflit. Bon, nous on a des mécanismes de réguler ça, c'est-à-dire les battues administratives. Ça c'est prévu par la loi.
C'est-à-dire aujourd'hui, si on trouve surtout lorsqu'un éléphant présente un danger, nous avons le devoir en fait de juguler la population de l'éléphant. Et ça et on tend également sur cette mais je leur dis toujours, écoutez, vous dépensez énormément d'argent, mais il faut que on ressente les effets de ça. Parce que ces effets-là doivent aller vers les populations qui sont impactées par des mesures qu'on a prises qui ont un avantage et un inconvénient en même temps. Et si les inconvénients sont beaucoup plus accrus, et il va y avoir des dysfonctionnements. Ce sont les populations villageoises qui doivent des premiers bénéficier de ces moyens d'ajustement. Donc, c'est le plaidoyer qu'on porte au niveau des bailleurs internationaux, au niveau des ONG, au niveau des gens qui nous accompagnent sur cette problématique. Et moi, je pense qu'il faut trouver un juste équilibre de ça. Les animaux peuvent nous apporter énormément. La chasse, par exemple, le tourisme, l'écotourisme. Il y a des gens qui partent. Pourquoi, par exemple, le Rwanda, le Kenya en tirent le maximum des dividendes avec leurs éléphants, avec leur bide, et nous, on ne pourrait pas le faire. Donc, il faut qu'on mette simplement ces mécanismes en place. Acteur majeur dans le cadre de la protection de l'environnement, dans le cadre de l'exploitation à bon escient de nos forêts, le Gabon a toujours été à la pointe. Pour preuve, l'École nationale des eaux et forêts qui a formé de nombreux cadres africains dans le domaine. Comment se porte cette école mythique, Monsieur le ministre? Merci pour cette question. Je veux dire que l'École nationale des eaux et forêts se porte bien, avec quelques problèmes quand même en suspens. Vous savez qu'il y a un peu moins d'une dizaine d'années, les concours ont été suspendus. Les concours d'intégration. Les concours, l'intégration au niveau de la fonction publique. Donc, mais je pense que ça n'a pas pour autant empêché les eaux et forêts de fonctionner. Vous savez, les fonctionnaires que nous avons aujourd'hui sont, même si on a un besoin d'effectifs criards, mais les fonctionnaires continuent à assurer leur mission sur le terrain. Il s'avère aujourd'hui que depuis à peu près 4 ans, l'école a continué à former. Malheureusement, l'école a continué à former. Des élèves aujourd'hui sont estimés à peu près à 740 qui sont sortis de cette école. Malheureusement, qui sont rentrés non par la voie de concours. Vous savez, pour être fonctionnaire, il y a une procédure. Moi, aujourd'hui, si j'ai besoin de recruter, je demande par exemple au budget et au ministère de la fonction publique de me dire quel est mon taux de poste budgétaire. Et c'est en fonction des postes budgétaires que je peux lancer le concours, parce que je suis rassuré que après le concours, les éléments et les personnes qui ont été admises vont avoir un poste budgétaire. Sauf que pendant 3, 4, 5 ans, ça n'a pas été la procédure. Il y a eu des élèves qui sont rentrés à l'École nationale des eaux et forêts et qui sont rentrés comme auditeurs libres. Et ils sont aujourd'hui estimés à près de 740. Donc le problème se pose à chaque fois que je reçois des plaintes et je dis, mais écoutez, je comprends bien, mais sauf que vous êtes rentrés avec un statut non pas de... vous avez été recruté, vous n'êtes même pas recruté. C'est-à-dire, vous êtes recruté avec un statut de... comment le qualifier? Vous pouvez aller travailler partout où vous voulez, dans les sociétés forestières, un peu partout. Les gens, mais bon, ils veulent forcément devenir des fonctionnaires. Or, je n'ai pas vraiment des postes budgétaires conformément à la règle. Et ce problème-là est crucial, mais j'ai essayé d'échanger avec eux. Je crois que la seule alternative actuellement, c'est de trouver avec l'agence, puisque nous avons 2 agences au ministère qui sont sous tutelle, l'agence l'ANPN, l'Agence nationale des parcs nationaux, et nous avons également une agence, l'agence d'exploitation des activités bois, l'agence de la filière forêt-bois, qui est un bras armé qui permet en fait de juguler tout ce qui est aménagement. Vous savez, nous avons 16 millions d'hectares de forêt, mais en fait, c'est cette agence-là qui doit aller sur le terrain, inspecter, contrôler, valider, donner des certificats. Et cette agence a besoin en fait de la main-d'œuvre.
Et vous savez, quand on délivre, par exemple, un certificat, c'est payant. Une entreprise pour reboiser, quand on ferme une assiette de coupe, on va aller inspecter pour savoir si l'entreprise ou l'opérateur a respecté les mesures au départ. S'il n'y a pas eu de respect des mesures, en fait, l'entreprise va devoir dépenser de l'argent et ça, c'est l'agence d'exécution des activités de la filière bois qui est en charge de ça. Moi, je pense que je peux autoriser à ce que ces personnels-là qui sont sortis de l'École nationale des eaux et forêts, qui n'ont pas de poste budgétaire, travaillent pour consolider et renforcer le travail de ces agents-là sur le terrain. En fait, c'est un travail de terrain. Je peux me porter garant progressivement en étudiant des mécanismes, en mettant les moyens dans cette agence pour permettre à ces jeunes Gabonais de trouver du travail, et c'est des postes qui sont assez intéressants. C'est un peu du privé. Et je pense qu'ils peuvent trouver leur compte dans cette démarche. Surtout que l'État aura déjà fait son rôle de les former au niveau de l'École nationale des eaux et forêts. Et puis le fait d'avoir gelé les concours, on fait que ces promotions s'accumulent pour se retrouver malheureusement devant cette situation. Oui, mais vous savez qu'en fait, il y a eu une entorse. C'est une école de l'État. En fait, c'est l'école de l'État. Et quand on rentre dans une école de l'État, le principe, c'est pas votre concours. On n'y rentre pas comme aller se faire inscrire. Et parce que ces élèves-là, je suis navré de le dire, mais ils ont déboursé des sommes énormes. Ça, c'est chiffre si vous prenez les 6 promotions, ça, c'est chiffre en centaines de millions, si ce n'est pas du milliard. Quand vous avez un élève qui paye 1 500 000 francs l'année, vous multipliez par le nombre de promotions qu'il y a eu, c'est une affaire des milliards. Et c'est normal qu'il y ait cette colère-là exprimée. Donc, on n'aurait pas dû le faire. On aurait dû patienter à ce qu'on ait en fonction. Auprès de qui? C'est la bonne question. Je vais pas. Écoutez, il y a eu vraiment des anomalies. Et quand je suis arrivé, j'ai convoqué une réunion et j'ai dit il faut plus que ça continue. Il faut plus que ça. Et vous savez que on recrute en fonction du besoin. On ne recrute pas pour recruter. On recrute des aménagistes, on recrute des ingénieurs en fonction du besoin. Sinon, on va se retrouver à avoir des gens qui viennent au ministère, ils sont aussi dans leur bureau, ils regardent le plafond en longueur de journée. On n'a pas besoin de ça. Mais toujours est-il que j'ai discuté avec ces élèves, on va trouver une solution. Ils seront peut-être pas des fonctionnaires, mais ils vont accompagner, ils peuvent avoir des boulots qui sont plus attrayant que le fonctionnaire parce que c'est du privé. Quand on va faire un travail sur le terrain, c'est moyennant des sommes et je crois que ce problème, on va le régler progressivement jusqu'à ce qu'on ait des possibilités de les recruter au fur et à mesure en fonction du besoin qu'on aura puisqu'ils sont déjà formés, on trouvera maintenant comment les recruter sur titre puisqu'ils ont été formés et là, c'est pas le cas. Mais on va régler cette problématique avec beaucoup de compréhension et voilà. Nous souhaitons que cela se passe ainsi. Madame, Monsieur Maurice Ntosui Aloro, ministre gabonais des Eaux et Forêts, était l'invité de Juste un débat. Nous nous retrouvons la prochaine fois.